Christian, bonjour, bienvenue au sommaire l'élection présidentielle en Algérie. Quels sont les enjeux, quelles sont les perspectives? On en parle dans cette première partie d'émission avec vous. Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Et ça sera le dernier mandat d'Abdelaziz Bouteflika, mais tout laisse à penser qu'il voudra marquer l'Algérie de son empreinte. Très bien, on va voir tout cela avec notre invité, monsieur Hervé de Charette. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur Numedia News. Vous avez été 3 fois ministre sous des gouvernements français de droite. On retiendra surtout votre fonction de ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Juppé. Et vous êtes toujours très actif au Moyen-Orient, Christian. Je dirais que monsieur le ministre est un grand connaisseur du monde arabe en général, du Maghreb, du Machrek. Et le monde arabe, il ne l'a jamais quitté. Parce qu'il est encore aujourd'hui le président de la Chambre de commerce franco-arabe. Très bien. Tout à fait. Et je me passionne en effet pour cette partie du monde qui est très importante pour la France et pour l'Europe. Exactement. Également sur ce plateau, maître Khaled Lasber. Bonjour maître. Oui, bonjour. Vous êtes avocat en droit pénal en France, mais c'est aussi en tant que citoyen algérien que vous interviendrez. Oui, donc en qualité de ministre des Affaires étrangères, on souhaiterait connaître son avis en ce qui concerne les relations franco-algériennes et particulièrement les conventions qui lient nos deux pays. Parfait. Avant d'entrer dans le vif du débat, un bref rappel des faits en images. 6 candidats pour cette élection présidentielle en Algérie, plus de 38 millions d'Algériens et environ 4,5 millions en France appelés à voter. Une élection sans surprise puisque le président sortant, malgré son état de santé, s'est présenté pour un 4e mandat présidentiel. À chaque scrutin, il a montré des scores dépassant les 70% dès le premier tour. Abdelaziz Bouteflika est à la tête de l'Algérie depuis 15 ans, on va le voir. Première question, monsieur le ministre, comment vous appréhendez ce 4e mandat de monsieur Abdelaziz Bouteflika? Écoutez, pour la France, le choix que feront les Algériens a une très grande importance parce que la relation entre la France et l'Algérie est sans doute l'une des plus importantes des relations que la France peut nourrir avec d'autres pays. Je pense que je mettrai devant évidemment la relation franco-allemande et je pense que la relation franco-algérienne vient tout de suite derrière. Elle n'est pas sans problème, c'est précisément là que se trouvent toutes les questions qui justifient votre émission. Bien sûr, maître Lasber, vous vouliez ajouter un mot sur ce 4e mandat de monsieur Abdelaziz Bouteflika? Écoutez, M. Abdelaziz Bouteflika, c'est un citoyen algérien, donc premier point. Deuxième point, il répond à toutes les conditions prévues par l'article 73 de la Constitution. Qu'il a modifié. Algérienne. On en parlera tout à l'heure dans quel cadre elle a été modifiée. Donc il a le droit de se présenter. Nul ne peut s'opposer à sa candidature. Très bien, Christian. Alors moi, je voudrais savoir, quelle est votre opinion, monsieur le ministre? On sait que le président Abdelaziz Bouteflika est malade. Il ne s'en cache pas d'ailleurs, il le dit, il le reconnaît et tout. Mais est-ce qu'il ne devrait pas nommer un vice-président? Moi je me souviens qu'en Égypte, par exemple, Anwar el-Sadat avait nommé tout de suite, très rapidement, Hosni Moubarak comme vice-président. Erreur qu'a commise Moubarak, puisque lui n'a pas nommé de vice-président à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le président Abdelaziz Bouteflika devrait nommer un vice-président? D'ailleurs, on dit beaucoup dans son entourage, d'après ce que je sais, on parle beaucoup de M. Ould Yahya, qui pourrait être son successeur en cas de vacance du pouvoir. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire pourquoi j'ai un faible pour M. Bouteflika. En 1962, au moment de la fin de la période coloniale, il se trouvait que je présidais un mouvement étudiant et nous avons décidé d'aller voir l'Algérie nouvelle. Nous étions les premiers. Et j'ai débarqué à l'ambassade de France. Là, le numéro 2 de l'ambassade, qui est devenu après ambassadeur et est mort malheureusement dans un attentat à Beyrouth, Louis Delamarre, m'a dit « Ah, mais il faut que vous voyiez absolument le jeune secrétaire d'État à la jeunesse du nouveau gouvernement algérien, c'est une personnalité formidable et qui monte. » Et moi, jeune étudiant, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis allé le voir. Et nous avons établi un contact formidable en cette circonstance très ancienne. Alors, on s'est revus régulièrement, mais surtout, nous avons ensemble ce souvenir qui est, pour moi, très important. Pour lui, évoque une période également très importante. Alors, voilà pourquoi j'ai de l'amitié pour lui. Pour vous, aujourd'hui, est-ce qu'il doit nommer un vice-président? Pour l'instant, d'abord, il doit gagner l'élection. Mais il va être plébiscité, C'est vrai, c'est probable. Hein. Mais quand même, il faut respecter le fonctionnement normal des institutions. Il doit d'abord être élu. Ensuite, c'est vrai que la situation particulière dans laquelle il est n'est pas sans poser des problèmes et qu'il devra, d'une façon ou d'une autre, y répondre. Je ne pense pas qu'il faut modifier les institutions
pour des raisons de commodité circonstancielle. Voilà, je ne le pense pas. Mais est-ce que vous pensez, alors moi, à Alger, puis les amis algériens me le disent, bien placé, on parle beaucoup pour plus tard de M. Ould Yahya. Est-ce que vous le connaissez, qui il est? Oui, oui, je le connais un peu. Quel genre de politicien est-il? Bon, il y a, en Algérie, il y a une élite politique. Tout à fait. Une vraie élite politique. Comme il y a d'ailleurs une élite économique, mais dans le domaine politique, il y a une élite. Le problème de cette élite, c'est qu'elle n'a pas encore réussi à s'organiser d'une façon qui permette un fonctionnement apaisé de la vie démocratique de l'Algérie. Et donc, voilà, le choix du futur président, si c'est comme en effet on peut le penser, M. Bouteflika, eh bien il lui appartiendra d'organiser lui-même la nouvelle situation dans laquelle il se trouvera, de résoudre les problèmes qu'elle pourra poser éventuellement, et de choisir les hommes qui l'entoureront. Alors le peuple algérien a manifesté, il attend des réformes. Est-ce que d'après vous, M. Bouteflika pourra être l'homme de ces réformes politiques et économiques notamment? Le président Bouteflika, s'il est élu, aura, me semble-t-il, l'autorité pour confier à des personnalités autour de lui le soin de mener à bien une politique de réforme. Il a cette volonté? Je crois qu'il l'a, oui. Je crois qu'il l'a sincèrement. Alors, les Algériens veulent l'économie de marché, mais est-ce qu'elle peut se faire? Il faut quand même libéraliser les entreprises publiques, les banques. Est-ce que vous pensez qu'ils en sont conscients? Écoutez, il faut l'espérer, parce que la situation économique et sociale algérienne n'est pas bonne. Il faut avoir l'objectivité de le constater, de le reconnaître. On dit parfois de l'Algérie, c'est un peu sévère, mais enfin, c'est un pays riche habité par des pauvres. Autrement dit, c'est un pays qui a une formidable manne pétrolière et qui ne profite pas pleinement ou autant que ce serait possible pour l'amélioration du sort des populations, dans le domaine du logement, dans le domaine des pouvoirs d'achat, dans le domaine de l'emploi des jeunes, etc. Il y a des réels problèmes. Alors justement, il y a un certain nombre de questions qui se posent là-dessus. Par exemple, l'affaire des 49%, voilà, qui est une affaire très importante. Il ne faut pas maintenir cette règle. Elle décourage les investisseurs, et notamment les investisseurs français, qui sont prêts à mouiller la chemise, qui ont vraiment envie d'aller travailler avec l'Algérie. Donc bon, ces règles sont au fond, je les trouve profondément pas justifiées. En tout cas, elles sont dans les faits. Bon, on n'a pas de leçon, bien entendu. Vous le savez, on a à donner à nos amis algériens, à nos frères, même algériens. J'ai envie de dire, mais est-ce qu'il ne faut quand même pas, malgré tout, diversifier l'économie et privilégier un peu plus le secteur privé? Moi, je ne pense pas qu'on a des leçons à donner à personne, de manière générale, en politique. Et évidemment pas à des nations étrangères qui choisissent elles-mêmes leur destin. Mais si on parle, et si vous nous invitez pour parler devant une caméra, c'est pour qu'on donne son avis. Bien sûr. Et je le donne sans leçon, chacun décide comme il a envie. Bien sûr. Mais oui, c'est très important, ça va de soi. Mais en même temps, l'Algérie a des potentialités économiques considérables et ces potentialités ne sont exploitées que partiellement. Voilà pourquoi je pense en effet qu'une économie plus ouverte, une économie plus libérale, plus attractive pour les investisseurs privés étrangers, ça ne peut être que du bon. Alors, il y a en Algérie 700 000 PME. Et quand on regarde le calcul, les résultats de l'année 2012, par exemple, elles ont créé chacune 2 emplois. C'est quand même pas beaucoup quand on connaît l'appétit pour le travail de la jeunesse algérienne et puis le nombre de chômeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos amis algériens? Ce n'est pas nous qui résoudrons ces problèmes-là. Ces problèmes, chaque peuple doit résoudre lui-même ses propres problèmes. Ce qu'on peut attendre comme aide appropriée de la part d'un pays comme la France relève surtout de l'investissement, du know-how et de la formation. Et dans le domaine de la formation, il y a un travail considérable à faire dans lequel, et d'ailleurs pour nous Français, c'est un marché formidable, hein, parce que ce n'est pas gratuit naturellement, mais c'est un domaine aussi où nous pouvons apporter énormément et aider les entreprises et la jeunesse à créer des circonstances favorables à l'emploi. Ils ont aussi le problème du logement. Il existe en France, on le voit bien. La France a aussi le problème du logement. L'Algérie a le problème du logement. On est mal placé pour donner des leçons. L'Algérie a le problème du logement. Comment peut-elle résoudre ce problème du logement? Moi, j'entends beaucoup de jeunes Algériens qui disent on a besoin de travail, mais en même temps de bonnes conditions pour se loger. Ah oui, ça c'est... Vous savez, quand l'économie ne va pas, tout le reste suit.
comment dire, la solution du problème du logement algérien ne peut pas être seulement public, c'est-à-dire du logement social distribué gratuitement aux populations. Il faut bien que l'économie fonctionne pour que les ménages, les jeunes, les étudiants et les autres soient en état de se présenter en quelque sorte sur le marché du logement. Il faut aussi qu'il y ait de la qualification technique et professionnelle sur le terrain. Elle existe. Il y a beaucoup de coopération franco-algérienne dans ce domaine-là, et donc il y a de la qualification. Très bien. Juste, du coup, Christian, Maître Lasber avait une question justement sur ce thème. Non, ce n'est pas une question, je voudrais juste répondre en ce qui concerne... Sur la crise du logement. Oui, je vais arriver au stade. En ce qui concerne Yaya, donc on en avait parlé tout à l'heure, donc il faut rappeler que M. Yaya était ministre des Affaires étrangères, il a occupé les postes de Premier ministre, et il a eu beaucoup de fonctions, de hautes fonctions en Algérie, et aujourd'hui, il a été désigné comme directeur au niveau de la présidence. Donc c'est un vrai technocrate, c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités intellectuelles, c'est quelqu'un qui peut mettre en œuvre ce qui a été tracé par le président Bouteflika. Donc nos informations sont bonnes. Donc il pourrait prendre la relève, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Pourquoi pas. S'agissant de M. Benflis, on dit qu'il critique un petit peu le bilan il l'a de critiqué, il l'a critiqué. Mais c'est tout à fait normal. C'est le système, il n'a eu que 6%. Nous sommes dans une campagne électorale, il ne va pas quand même, c'est tout à fait normal, je trouve que c'est tout à fait légitime qu'il puisse critiquer et faire part justement des observations. Il avait peut-être des prétentions aussi, lui. Oui, non, mais c'est comme ça, c'est la campagne électorale. Très bien. Voilà. Vous aviez une anecdote, Christian. Pour ce qui est, je termine, pour ce qui est des logements, je précise que le président Bouteflika a déployé tous les moyens pour résorber ce problème, et je pense qu'il est arrivé presque à le résorber. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Entièrement, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont investi en Algérie, particulièrement les sociétés françaises. Donc moi je vous parle en connaissance de cause, parce que je connais qui passent par le consulat, étant donc avocat conseil du consulat général d'Algérie à Paris, donc qui passent par le consulat et tout. Donc j'en connais pas mal de personnes qui investissent en Algérie. Et M. Bouteflika a déployé tous les moyens pour pouvoir résoudre ce problème de logement. Alors, il y a une question, une anecdote, parce que j'ai eu la chance de rencontrer le président Bouteflika 7 fois, 7 entretiens, mais un jour j'ai été marqué par ça, parce qu'on avait une conversation très privée, on avait fermé les caméras, et je dis au président, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous avez un matelas financier qui est énorme en Algérie. Aujourd'hui, c'est à peu près 250 ou 255 milliards de dollars. Quand on a un tel matelas financier, est-ce que si on veut être sûr qu'on a un grand pays, qu'on a la stabilité, qu'on a tout pour soi, est-ce qu'il ne faut pas distribuer une partie des dividendes, des richesses naturelles que sont le gaz et le pétrole, à cette jeunesse qui demande des emplois et des meilleures conditions pour se loger? Est-ce qu'il n'est pas là le problème? Parce que comme ça, on va éradiquer l'intégrisme islamique, on va éradiquer ACMI et les imams radicaux des mosquées qui font le prêche et qui sont parfois le réceptacle du désarroi de cette jeunesse. Est-ce qu'elle n'est pas là la solution, en partie? Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a dit, Monsieur Mallard, c'est plus compliqué que ça. Voilà, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Mais... Oui, je vais vous dire pourquoi c'est une bonne réponse. D'abord parce que comme ça lui a dispensé de vous dire la vérité de ce qu'il pensait, mais aussi parce que, en effet, la distribution de l'argent public n'est sûrement pas la solution. Vous vous souvenez que l'Arabie Saoudite, qui voulait éviter la contagion du printemps arabe, a distribué quelques milliards de dollars à sa population. Mais bon, ce n'est pas une solution durable de long terme. Par contre, en effet, tout à l'heure je vous disais que ce pays avait des moyens financiers très importants et qui devraient lui permettre de mener une politique d'encouragement à l'investissement, une politique de formation de la jeunesse et une politique de soutien à l'investissement local et à l'aménagement du territoire. Oui, ça c'est possible. Et c'est le privilège d'un État qui a les moyens que de pouvoir en effet prendre les dispositions, créer des mécanismes sociaux, multiplier les investissements publics qui contribuent à la croissance, à l'emploi, à la formation, bref, au progrès du pays. Vous parliez de terrorisme, Christian, tout à l'heure.